Bonjour à tous. Alors le caillou du jour c'est celui-ci, c'est un gros caillou qui a une forme arrondie, c'est un galet. Alors pour transporter un galet pareil, il faut déjà un bon sac à dos, mais dans la nature il faut un cours d'eau très puissant. En l'occurrence ici c'est un torrent de montagne, dans les Alpes, dans un massif qui s'appelle Grand Paradis. Alors j'ai de la chance parce que un de mes amis l'a coupé et poli, ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux les minéraux à l'intérieur. Alors vous voyez ici on reconnaît des minéraux blancs assez gros qui sont des feldspaths potassiques. On voit des minéraux gris allongés ici ou en forme de petites billes qui sont du quartz et puis des minéraux plus sombres ici dans des lignes qui sont riches en mica. Alors quand je parle d'une roche qui est riche en quartz, feldspath et mica, on peut avoir tendance à penser au granit. Le granit c'est une roche assez courante, alors ici on a une chute de pierre tombale, vous voyez, qui provient de la poubelle d'un marbrier qui me l'a gentiment donné. Et on reconnaît les mêmes minéraux, quartz, feldspath et mica, mais on voit surtout l'aspect global qui est très différent, puisque ici, les minéraux sont jointifs, mais ils ont des formes très irrégulières. Alors que dans mon caillou ici, on a des formes très très allongées, en forme de lanière ou en forme de fuseau. Ça veut donc dire que les minéraux de ce caillou ont subi des déformations. Alors si on regarde ensemble cette déformation, on voit qu'elle affecte tout le volume de la roche. C'est pas juste une déformation en surface, tous les minéraux dans tout le volume de la roche sont déformés. Ça veut dire qu'il y a probablement des forces assez importantes qui ont été appliquées sur cette roche. Dans un massif montagneux comme celui de Grand Paradis, ça peut représenter plusieurs kilomètres cubes de roche. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est que la roche n'est pas fracturée. On n'a pas de cassure. Et ça c'est étonnant parce que ça veut dire que la roche a subi des déformations sans se casser. Pourtant, on peut imaginer que si on le met dans une grosse presse et qu'on appuie très fort dessus, il va se casser en 1000 morceaux. Donc, ce granit, quand il a subi des contraintes importantes, il devait se trouver dans des conditions particulières où il a pu se déformer de manière ductile, c'est-à-dire fluer, comme quand on appuie sur de la pâte à modeler. Ces conditions ductiles, on ne les trouve pas en surface, on les trouve en profondeur. Par exemple, autour de 20 km de profondeur, le granit est capable de se déformer sans se casser, notamment parce qu'il fait plus chaud, en général au-dessus de 400 degrés. Si on regarde plus précisément, les minéraux, ils ont l'air d'avoir été aplatis et étirés dans ces deux directions-là, mais un peu plus précisément, vous voyez qu'ils sont relativement asymétriques. On a des queues asymétriques ici de part et d'autre. Ça témoigne en général d'un cisaillement, comme ceci, comme quand vous prenez une pâte à pain, c'est la mode, que vous allez appuyer et déplacer. Pétrir, c'est cisailler. Alors, l'histoire de ce caillou est un peu plus complexe parce que non seulement il a subi ces déformations, mais il a subi aussi du métamorphisme, donc des transformations chimiques. Elles sont impossibles à voir sur ce caillou, mais on a reconstitué avec d'autres arguments des conditions plutôt froides et de très haute pression. Et ça, c'est caractéristique du métamorphisme de subduction. Or, le granit, c'est une roche de la croûte continentale. Ça veut donc dire que, ici, c'est un continent qui est rentré en subduction. Alors, effectivement, le caillou qui est là, c'est un orthogneiss, c'est son nom. C'est-à-dire que c'est une roche métamorphique dérivée d'un granit. Si j'assume, cet orthogneiss, il nous apprend deux choses. La première, c'est que, dans certaines conditions, notamment de température, des roches aussi résistantes que le granit peuvent se déformer à l'état solide de manière ductile, sans se casser. La deuxième chose, c'est que dans l'histoire de la formation d'une chaîne de montagnes comme les Alpes, on peut avoir de la croûte continentale, c'est-à-dire des granites, qui peuvent être entraînés à grande profondeur, c'est la subduction continentale, ensuite exhumés, et c'est au cours de cet aller-retour à 50 km de profondeur que le granit a subi des contraintes tectoniques importantes, notamment des cisaillements, qui lui donnent, in fine, l'aspect déformé qu'on retrouve dans l'orthogneiss. Je vous souhaite une bonne journée.